Cette voiture de police sera réduite à une boule de feu. Et ce qui la fera exploser, ce sera la dernière balle du policier survivant, Jack. Ce qu'il fait exploser, ce n'est pas seulement l'ennemi, mais aussi son passé de policier. Quelques minutes plus tôt, à la frontière mexicaine, une opération anti-drogue touche à sa phase finale. Jack et ses collègues pensaient avoir la situation sous contrôle, mais ils l'ignoraient. Les informations sur cette opération avaient déjà fuité. Des dizaines de trafiquants surgissent du désert, lourdement armés, et encerclent aussitôt la voiture de police. Jack venait à peine de se glisser dans le coffre pour saisir son fusil de chasse que la pluie de balles s'abattait déjà. Des centaines de balles criblent la carrosserie, la réduisant à une passoire. Ses collègues sont tués sur le coup dans l'habitacle. Jack devient l'unique survivant. Il recharge calmement son fusil à double canon. Au moment où le coffre s'ouvre brusquement, il appuie sur la détente, ouvrant des trous béants dans la poitrine de 2 trafiquants. Il bondit hors du véhicule, prend les rochers pour couvert, et entame une contre-attaque en solitaire. Une fois le fusil vide, il passe au pistolet et tire avec une précision chirurgicale. Il a reçu l'entraînement tactique le plus exigeant. Chaque tir vise un point vital. Les trafiquants ne s'attendaient ni pas à ce que ce survivant soit une véritable machine à tuer. C'est alors qu'il remarque que le réservoir perforé de la voiture de police fuit du carburant. Un plan se forme aussitôt dans son esprit. Il cesse le feu et attend que les trafiquants relâchent leur vigilance et s'approchent du véhicule. Au moment opportun, il sort le canon et une balle atteint le réservoir avec une précision parfaite. Une explosion violente engloutit tout, projetant les trafiquants sous l'onde de choc. Jack se relève pour achever les derniers ennemis, mais il est attaqué par surprise par un survivant. Touché au bras, il lâche son pistolet. Il se replie une nouvelle fois derrière un abri. Il voit un trafiquant armé s'approcher. Il sort de sa poche une bombe de spray au poivre de dotation policière. Au moment précis où l'autre se croit en position de force, un jet d'irritant concentré lui brûle les yeux. Jack en profite pour lui arracher son arme et l'abattre. En faisant le ménage, il découvre un sac à dos rempli de dollars. Le désespoir né de la mort de ses camarades et de la trahison qu'il vient de subir face à cette fortune se mue instantanément en un désir malsain. Il décide de garder l'argent, de simuler sa mort et de disparaître. Il glisse ses papiers de policier dans la poche d'un trafiquant mort, le traîne dans une autre voiture et la fait exploser. Avec l'argent et un chien qu'il a sauvé en chemin, il traverse la frontière vers une nouvelle vie inconnue. Il arrive dans un petit village mexicain oublié. L'air y est chargé de xénophobie et d'oppression. À peine arrivé, il est agressé au couteau par la voleuse Mary. Jack ne prend même pas la peine de dégainer. Un geste de maîtrise suffit pour lui enlever la lame, la plaquer au sol. Il la prévient de bien choisir ses cibles avant de tenter un autre vol. Ce village dégage une atmosphère profondément inquiétante. L'épicier refuse de lui vendre de l'eau. La patronne du bar, Jenny, lui demande 500 $ pour un verre d'eau du robinet, en le prévenant que les étrangers risquent la diarrhée. Il veut repartir au plus vite, mais la gare lui annonce que le dernier bus est déjà parti. Il est contraint de rester. Il loue une chambre au bar de Jenny avec des dollars et peut enfin boire de l'eau potable. Et Jenny finit par découvrir la somme colossale dans son sac. Convaincu qu'il est un trafiquant, Jenny jette le sac d'argent hors de la chambre. Le sac d'argent tombe dans la rue, Mary le ramasse et s'enfuit aussitôt. Jack se lance immédiatement à sa poursuite, mais il est stoppé par les complices de Mary, une bande de voyous menée par Paul. Jack ne perd pas de temps en parole et met plusieurs hommes à terre avec une série de coups précis, puis s'empare d'un bâton et plaque tout le monde au sol. Voyant son incroyable efficacité, Paul, le chef de la bande, rend le sac d'argent et lui ordonne de déguerpir. Sans endroit où aller pour la nuit, Jack est contraint de dormir sur un banc devant le bar. Jenny le retrouve et lui révèle enfin le secret de la ville. Autrefois station touristique, l'endroit est désormais contrôlé par les trafiquants de drogue, servant de point de transit pour la drogue. Les trafiquants ont imposé des règles interdisant aux habitants tout contact avec des étrangers. C'est là l'origine du rejet des étrangers dans cette ville. À l'aube du lendemain, Jack est tiré de son sommeil en sursaut. Mary lui a de nouveau volé le sac d'argent. Il la rattrape et, après une lutte acharnée, le sac se déchire, répandant des liasses de dollars sur le sol. L'argent est désormais totalement exposé. Pendant ce temps, David, le supérieur de Jack, arrive sur les lieux de la fusillade à la frontière. Grâce aux traces de pas et à l'argent disparu, il comprend aussitôt que Jack est non seulement vivant, mais qu'il s'est enfui avec l'argent. Il suit sa piste jusqu'ici. La ville sombre dans la folie à cause de cette énorme somme d'argent. Paul transmet l'information au shérif local, James. On découvre alors que policiers et criminels sont de mèche depuis longtemps. James ordonne que Jack ne quitte surtout pas la ville avec l'argent. Les attaques s'enchaînent aussitôt. Pour rester en vie, Jack n'a d'autre choix que de tuer sans retenue. Il se sert du reflet d'une fenêtre pour éliminer l'ennemi qui tente de l'attaquer par derrière. Il ramasse un AK-47 et devient un véritable fantôme de la guerre urbaine. Tirs aveugles d'une précision redoutable à travers les murs. Les coups de feu attirèrent encore plus d'ennemis. Ils prirent les hauteurs et le criblèrent de balles. Pris en tenaille, Jack n'avait qu'un pistolet, mais il se fraya malgré tout un chemin sanglant sous le feu des pistolets mitrailleurs. Il parvint jusqu'à la station, seulement pour découvrir que la voiture était déjà partie. En apprenant les lourdes pertes de ses hommes, James entra dans une rage incontrôlable. Il fit ouvrir l'armurerie du commissariat, armant tous les voyous de la ville. Dans la ruelle,
Mary déroba une nouvelle fois le sac d'argent à Jack. Paul arriva au même moment. Paul pointa son arme sur Mary et Jack, par réflexe, lança son couteau pour dévier le canon, sauvant Mary, mais fut lui-même touché. À l'instant critique, la patronne Jenny attaqua par derrière avec une brique, assommant Paul. Jenny ramena Jack blessé au bar. Mais Jack ne voulait pas l'entraîner dans ses ennuis. Il se préparait à partir seul. De l'autre côté de la porte, le canon glacé d'une arme se posa sur son front. La personne qui se tenait là n'était autre que son supérieur, David. Sans dire un mot, David l'emmena au commissariat et remit le sac d'argent à James. Jack comprit instantanément que l'embuscade à la frontière était, du début à la fin, un coup monté de David pour un règlement de compte mafieux. Jack fut jeté en prison. Mais il n'abandonna pas et profita d'un moment de relâchement des gardiens pour s'évader. Il vola une voiture et se lança à pleine vitesse à la poursuite de David, qui fuyait avec l'argent. À la frontière, il intercepta le traître et l'exécuta sans hésitation. Il récupéra l'argent sale qui lui revenait. Ce soir-là, sur la place de la ville, James et Paul s'apprêtaient à exécuter Jenny pour servir d'exemple. C'est alors que Jack apparut, le sac d'argent à la main. Il jeta des liasses de dollars en l'air, déclenchant la cupidité de la foule. La situation dégénéra en un instant. Tout le monde se rua frénétiquement sur les liasses de billets au sol. Paul tenta de se fondre dans la foule pour attaquer Jack par surprise. Mais Mary le transperça d'un coup de couteau dans le dos. Jack saisit l'occasion et abattit le shérif James d'une seule balle. Avec l'élimination de ces deux fléaux, l'ordre de la ville fut entièrement rebattu et une paix depuis longtemps perdue s'y installa de nouveau.